Merci, chers frères, merci, chères sœurs. On se retrouve aujourd'hui, frères et sœurs congolais, congolaises, dans le cadre de votre émission, ici, en tout cas, lecture politique, dans votre espace, Pro-Info, pour analyser, comme toujours et comme d'habitude, les questions d'actualité. Parce que vous savez, l'objectif à travers cette émission, c'est partager les idées et aider les décideurs sur ce qu'ils doivent faire pour l'intérêt de notre pays. Nous n'avons pas deux pays, nous avons comme pays la République démocratique du Congo. Nous devons à chaque fois, lorsqu'il y a nécessité de réfléchir pour sa bonne gestion, lorsqu'il y a bonne gestion, chacun de nous va se retrouver. Et nous avons conçu cette émission dans cette logique pour que nous puissions de temps en temps interagir de ces idées, certainement, à notre niveau, nous puissions participer, en tout cas, à l'amélioration des conditions de gestion dans notre pays. Je suis moi-même, en tout cas, fondé dans la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Souvent, c'est une façon d'interpeller. Oui, aujourd'hui, vous occupez une fonction, demain, pas forcément que vous serez là. Nous avons l'expérience, nous avons le passé peut nous renseigner. Nombreux ont été ici ou là, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là, c'est d'autres personnes qui sont venues. Mais la question qu'on se pose souvent, quand vous étiez là, qu'est-ce que vous aviez laissé comme empreinte pour l'intérêt de la communauté? C'est cela la préoccupation. Et voilà pourquoi nous conscientisons de temps en temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et voilà, on se retrouve encore aujourd'hui, samedi. Nous allons encore échanger, mais bien avant, toujours comme d'habitude, je vais continuer à vous remercier parce que vos points de vue, vos orientations nous aident à pouvoir, en tout cas, davantage changer la manière de présenter notre émission. Ce jour, nous allons échanger d'abord sur la question qui, aujourd'hui, après sa sortie, ici la sortie du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, nous avons, à travers votre espace, donné le point de vue de notre mécontentement parce que nous avons estimé que ce n'était pas peut-être bien fait. Mais c'est un travail humain. On n'a pas de choix. Encore, au regard du temps perdu, nous ne pouvons que vouloir avancer. Et nous vous avons dit ici qu'on n'attendait pas le gouvernement pour le gouvernement, malgré le retard. Nous attendions le gouvernement pour avoir des gens qui doivent nous apporter des solutions sur les plusieurs maux que connaît le pays. Mais quand ce gouvernement est sorti, il y a eu trop de contestations, trop de mécontentements. Pourquoi? Parce que certaines provinces se sont retrouvées et d'autres ne se sont pas retrouvées. Et il y a eu des déclarations des députés nationaux, et voilà, son mécontentement est perceptible à l'Assemblée nationale. Et voilà pourquoi il faudrait maintenant, dans le cadre de l'Union sacrée, échanger pour calmer des tensions, permettre qu'on avance, que le gouvernement vienne être investi. Et c'est dans ce contexte que le présidium de l'Union sacrée a pensé se rencontrer avec les responsables des regroupements. Chaque par regroupement est responsable et voir dans quelle mesure on peut s'attendre. Cette question, nous allons l'analyser. La deuxième question, c'est un rapport avec l'élection des gouverneurs au Congo central. On a organisé l'élection pour la première fois. On a proclamé le résultat. Il y a eu trop de contestations. Et la CENI n'était pas prête à confirmer ces élections. Elle a pensé organiser les deuxièmes élections, mais la question a été posée à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt malgré que le calendrier a été publié par la CENI pour la réorganisation de l'élection, mais la Cour constitutionnelle a confirmé l'élection de M. Grace Bilolo. Le troisième point, nous irons en Ituri pour parler des détournements de 80 millions de dollars américains depuis 2018. Et c'est le constat du FONER
et de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Là, c'est la redevance sur les produits pétroliers pour le compte de Foner. Et on a constaté des millions de dollars américains. Et par mois, c'est 12 millions. Et depuis 2018, ça fait au moins 81 millions de dollars américains. On va aussi échanger sur cette question. Nous parlerons des affrontements à l'est du pays, précisément à Saké, entre nos forces militaires qui se distinguent sur le terrain et les envahisseurs, le M23. Bon, et il y a trop de bombardements non contrôlés de la part de M23 qui se cacheraient vers certaines collines, mais ça qui aujourd'hui pratiquement c'est entre les mains de FARDC, mais l'annonce officielle sera faite. Mais toutefois, nous devons signaler ici que nos militaires se distinguent sur terrain. Et enfin, nous allons vous informer ici que la République démocratique du Congo, à travers Afridex, une structure au sein du ministère de la Défense, c'est là que je salue en tout cas Jean-Pierre Bemba, le travail qu'il a pu faire pendant qu'il était au ministère de la Défense. Il a réorganisé cette structure pour que la République démocratique du Congo soit en mesure de fabriquer des engins explosifs. La mission de Afridex, c'est en tout cas fabriquer des engins explosifs. Il y a autre structure aussi au ministère de l'Intérieur. Là, c'est CECELAM. CECELAM, c'est dans en tout cas la gestion pratiquement de ces engins, en tout cas le déminage de ces engins. Et voilà, c'est une grande structure aussi du côté du ministère de l'Intérieur qu'il faut valoriser. C'est l'occasion, à travers cette émission, de féliciter le coordonnateur actuel, Emmanuel Lukinou, qui ne sait que, en tout cas à travers son management, imprimer la différence dans la gestion de ces structures qui n'étaient pas connues hier, aujourd'hui, en tout cas c'est connu. Voilà, c'est autour de ces points que nous allons échanger ce jour. En tout cas, merci pour votre confiance. Le premier, c'est un rapport avec cette rencontre entre le Présidium et les membres des regroupements politiques alors composant l'Union sacrée, qui soit à l'Assemblée nationale, bien entendu. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a des mécontentements. Mécontentements dus à la composition de l'équipe gouvernementale, où nous avons dit, et nous venions de dire pas longtemps ici, beaucoup sont montés au créneau comme pour dire que c'est incroyable de voir aujourd'hui qu'on ait un gouvernement où plusieurs provinces ne sont pas représentées. Mais par contre, d'autres provinces ont 4, 5, 6, même 10 ministres. Ça veut dire quoi? Et voilà, ils se sont posé cette question, ils ont estimé que les choses n'étaient pas bien faites. Et nous autres, nous vous avons démontré, bon, c'est vrai, il y a certains ministres qui se sont distingués, qui méritaient bien de revenir, d'autres ne méritaient pas de revenir, alors que les défis sont énormes pour le chef de l'État, nous avons analysé la fois passée. Mais pour nous, la conclusion, bien que nous ayons critiqué, la conclusion est de les raccorder la chance, qu'ils gèrent l'État, l'important est qu'ils fournissent l'effort de bien travailler. Bien travailler, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Les défis sont énormes. Nous avons toujours parlé des défis sécuritaires et les défis économiques. À ce stade, il faut une détermination claire de la part de ceux, de la part des nominés. Alors maintenant, parce qu'il y a des frustrations, la crainte a été telle que pour les députés, nous n'allons pas investir ce gouvernement. D'autres étaient partis très loin pour dire que nous n'allons pas accepter l'investiture du gouvernement. Ne pas faciliter l'investiture du gouvernement, c'est créer un blocage au pays. Lorsqu'il y aura un blocage au pays, les premiers à pâtir, c'est nous autres. Et ça va créer un dysfonctionnement terrible au pays. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il fallait maintenant échanger, en tout cas s'entendre, là où il n'y a pas accord, qu'on se mette d'accord pour avancer. C'est ce qui a justifié la convocation d'une rencontre. Une lettre ici signée par Augustin Kabouya, qui est membre du Présidium également, mais secrétaire général de l'UDPS, grand parti politique dans l'Union sacrée. Et voilà, ils devraient se rencontrer
échanger autour de cette question, réfléchir sur les solutions qui mettraient tout le monde d'accord. Dans ma province, le Grand Sankourou, quand vous entendez même le point de vue des gens, et les gens disent ceci clairement, et c'est la vérité aussi. La province du Sankourou, c'est une province politique. La province du Sankourou, c'est l'une des provinces qui a voté le chef de l'État à 100%. Martin Fayoul au Sankourou n'a pas eu 1%. Moïse Katumbi n'a pas eu 1% au Sankourou. Mais le chef de l'État a obtenu 100%. Mais une grande province politique comme le Sankourou, qui, même pour le compte de l'UDPS, c'est la première fois qu'on obtienne autant de députés nationaux et autant de députés provinciaux. Additionnez maintenant avec les alliés, et donc vous comprenez que le chef de l'État a été voté très massivement dans cette grande province politique, le Sankourou, où souvent difficile d'avoir l'unanimité dans le choix de l'individu. Mais cette fois-ci, on a fait l'exception. Mais curieusement, si par le passé où il n'y avait pas unanimité, on pouvait avoir 1, 2 ministres, mais curieusement, cette fois-ci, après l'unanimité, on se retrouve personne dans le gouvernement. Même si d'autres vont me dire, la ministre est déléguée aux personnes vivant avec handicap. Non, le Sankourou n'est pas représenté là-bas. C'est une province politique, le Sankourou. Mais, hélas, le constat qu'on fait, c'est celui-là. Autant pour le Sankourou, j'imagine, autant pour d'autres provinces. Pas longtemps ici, nous avions suivi la déclaration des députés nationaux de Maniema. C'est autant pour les Olomame et d'autres. Et c'était impensable alors de voir d'autres provinces bénéficier plusieurs ministères. 8, 7, 10, non. Le critère était lequel? Et voilà pourquoi la répartition des responsabilités à travers les regroupements, le malheur qui nous amène. Prochainement, je crois qu'il faudrait qu'on voit les choses autrement pour éviter des tensions comme ça. Imaginez qu'il arrive par exemple que ces députés-là, effectivement, finalement, on va à l'Assemblée nationale, on refuse l'investiture du gouvernement. On va revenir à la case du départ. Et c'est là que je dis, Madame la Première ministre, je crois que vous avez le devoir aujourd'hui d'imprimer la différence, encore que c'est la première fois que la République démocratique du Congo connaît une femme comme première ministre. Alors, à partir ou à travers vos actes, si vous ne parvenez pas à vous distinguer des hommes qui vous ont précédé, ça veut dire accompagner convenablement le chef de l'État, alors à ce moment-là, ce sera une très grande déception pour les Congolais. Et nous autres, nous ne voulons pas cette déception parce que nous voulons ici que le chef de l'État réussisse totalement son mandat, son deuxième mandat. Ce qui sera pour nous autres qui avons beaucoup parlé un aspect d'orgueil, en fin de compte, comme pour dire, voilà, notre mentor, il s'est distingué, il est meilleur que quiconque. Mais jusqu'ici, les signaux avancés à travers les prestations du chef, c'est nul doute, mais dans la composition du gouvernement, réellement, ça n'a pas chanté plusieurs Congolais. Mais nous espérons que les députés facilitent les choses, que le gouvernement soit investi, qu'on avance. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est en rapport avec l'organisation de l'élection du gouverneur au Congo central. Je veux dire qu'il faut, en tout cas, de mon observation, après avoir été conseiller au ministère de l'Intérieur, il faut qu'on ait des bons gouverneurs à travers les provinces. Il faut qu'à travers les provinces, on ait des bonnes institutions assises. Parce que s'il n'y a pas attente entre les gouverneurs et les assemblées provinciales, il y aura conflit, il y aura des conflits. Et nous avions connu ces cas la fois passée. Daniel Asselokito Wako, il y a son temps, lorsqu'il est entré au ministère de l'Intérieur, il avait trouvé au moins 17 provinces en dysfonctionnement, du fait aussi que il y avait des conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Et ces conflits avaient comme origine les élections, comme nous venons de connaître maintenant. Et donc, il a fallu qu'il ait une intelligence, une sagesse,
des régulations, jusqu'à organiser des élections. Et on a eu des gouverneurs et de son intelligence, les institutions se sont calmées dans les provinces, les conflits se sont calmés et nous sommes allés jusqu'aux élections générales que nous avions connues en 2023. C'est dans son actif. C'est dans son actif. Alors imaginez si par exemple, et que vous n'avez pas un ministre de l'Intérieur aussi actif, et si au départ vous n'aviez pas sécurisé ou vous n'aviez pas cherché à éviter ces conflits à travers l'organisation de bonnes élections qui permettrait l'attente entre les députés provinciaux et les gouverneurs, mais la conséquence c'est qu'il y aura beaucoup de conflits. Et lorsqu'il y a conflit, les institutions provinciales sont paralysées et il n'y aura pas d'impact de la gestion dans nos provinces. Donc le cas du Congo central, il y a eu un peu de soucis, on a saisi les instances, on a saisi la Cour constitutionnelle et la CENI également a donné son avis. Et en fin de compte, on a délibéré plutôt, et aujourd'hui, c'est la Cour constitutionnelle qui confirme l'élection de Grace Bilolo, même malgré que la CENI ait publié son calendrier pour la réorganisation de l'élection. Et on a dit, c'est même plus important de réorganiser l'élection, et la Cour constitutionnelle confirme l'élection de Grace, et donc on est parti pour l'investiture du prochain gouvernement, mais sinon du prochain gouverneur du Congo central. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 12, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2 et 3, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable et fondée. Déclare l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. En conséquence, déclare valide et seul applicable le dernier acte judiciaire pertinent, en l'occurrence l'arrêt RCRG 001/2024 de la Cour d'appel du Congo central qui proclame le requérant gouverneur de cette province, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre, et au président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré statuant l'audience publique de ce 31 mai 2024, à laquelle ont siégé Madame et Monsieur Kamuleta Badibanga Dieudonné, président, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheusi Alphonsine, Jalar Yuma Bahati Christian et Yumu Lumu Mbaya Sylvain, juge, en présence du procureur général représenté par l'avocat général Yeli Nzo et l'assistance de Madame Ngaloula Viviane, greffière du siège. Grace Bilolo est du parti politique AVC. AVC, c'est le parti politique de Didier Bidoumou. Et voilà, c'est de la majorité présidentielle, c'est de l'Union sacrée. Alors maintenant, il faut passer par sa confirmation, déjà faite par la Cour constitutionnelle. Ce qui va rester maintenant, c'est le président de la République, comme pour d'autres gouverneurs qui ont été confirmés, de prendre une ordonnance, pratiquement des nominations. Et voilà. Le troisième point, c'est en rapport avec l'Ituri. En Ituri, il y a un état de siège. Et c'est un militaire qui est gouverneur aujourd'hui.
Et cet état de siège n'a jamais arrangé les gens. Et avec les temps qui passent, nous commençons à nous rendre compte pourquoi les gens ne voulaient pas l'état de siège. Les uns étaient en intelligence avec nos agresseurs, les autres savaient bien ce qu'ils avaient fait ou ce qu'ils continuent à faire sur le plan économique. Et ça commence à se savoir aujourd'hui. C'est après l'enquête du FONER, ensemble avec l'Agence de prévention des luttes anti ou contre la corruption, et finalement on va découvrir que la province perdait depuis 2018 un montant au moins de 81 millions de dollars américains. 81. Donc par an, au moins 12 millions. Non, aimons ce pays. En tout cas, visiblement, nous n'aimons pas ce pays. Les 81 millions en question, c'est le manque à gagner à cause de la fraude et des coulages de recettes de la redevance dans le secteur pétrolier, c'est-à-dire sur les lubrifiants et les carburants terrestres. Mais n'eût été cette enquête, n'eût été cette découverte, ces gens continueraient maintenant à bouffer l'argent de la province. Et alors que il s'agit de l'argent du pays. J'aime qu'on suive ce reportage parce que l'affirmation du gouverneur qui dit que ces prédateurs sont connus. Pour moi, ça m'a interpellé. Mais s'ils sont connus, nous devons poser les actions. Et il a suggéré aux responsables du FONER et de cette agence d'aller en justice. Suivons ce reportage. Depuis 2018, l'écoulage des recettes est quantifié au minimum à 81 millions de dollars américains et pour cette année en cours, à chaque mois, 12 millions se volatilisent, affirme le directeur de cabinet du directeur général des FONER, Martin Malengue Kouchou. Au regard des faits qui ont été observés et au regard de la nécessité de trouver solution à ces faits-là. Le fait c'est quoi? C'est le coulage des recettes des FONER. De 2018 à ce jour, le FONER n'a pas vu dans ses caisses 81 millions de dollars. Et 80 millions de dollars auraient servi à beaucoup dans cette province. Par la composition de délégation et par le soutien que son Excellence a apporté au travail que nous sommes venus faire, nous sommes certains que si on ne reprenait pas tout, on reprendra quand même une bonne partie de cette somme d'argent. Les prédateurs sont ceux qui se sont évertués à combattre jour et nuit l'état des sièges, renseignent les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri. Mais je ne pouvais pas m'imaginer vraiment pas qu'il y a des individus qui prennent autant d'argent. On me dit que cette année, c'est au moins 12 millions le mois. La plupart des travaux que nous faisons ici, en ce qui concerne les nationales, c'est la province qui le fait. Et donc nous dépensons presque, c'est même plus de la moitié, je peux dire 2/3, si je compte aussi les routes urbaines ici. Face à cette malversation financière des grandes échelles, l'autorité provinciale annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs. Donc je suis l'homme le plus heureux. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de découvrir le poteau rose. Et j'ai demandé à la délégation d'aller voir la justice. On connaît qui ont fait ça. On a plus ou moins une image. Mais on a aussi des noms. Pour que ces gens-là soient appréhendés. Ceux-là qui ont trempé dans cette affaire devront être arrêtés. La maximisation des recettes contribuera à améliorer les conditions de défense et de sécurité en vue de sécuriser davantage les populations et leurs biens. Depuis l'instauration de cette mesure, la réfection des routes est parmi les axes prioritaires du lieutenant-général Loué Ankashamadjoni. L'Agence de prévention des luttes contre la corruption, APLC, est aussi dans cette délégation. Lutter contre les malversations financières est le cheval de bataille du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons aimer le pays, nous devons aimer le pays. Trop de détournements. En République démocratique du Congo, aujourd'hui, on ne parle pas de 100 000, toujours des millions, mais 81 millions. C'est l'argent qu'on peut, en tout cas, transformer ce pays. C'est beaucoup d'argent. Et parfois, c'est les individus qui en bénéficient comme ça. Et nous allons continuer maintenant à observer, à croire comme si de rien n'était. Non, je pense que nous devons être sérieux. Des mesures fortes devraient être prises
pour, en tout cas, réguler cet aspect ou ce comportement qui consiste de temps en temps de détourner l'argent du pays, pas n'importe quel montant, mais toujours des millions et des millions de dollars américains. Le 4e point nous permet finalement d'aborder la question de la guerre à l'est de notre pays. Et ici, c'est en rapport avec les affrontements actuellement à Saké. Je veux vous dire ici que les FARDC sont plus qu'organisés. Et c'est là où je dis, maintenant que les FARDC sont plus qu'organisés, ils sont dans l'offensive, il ne fallait pas peut-être déplacer le ministre de la Défense. J'ai eu l'impression que le travail a été très sérieusement fait par Jean-Pierre Bemba. Ça, c'est mon impression. Parce qu'il est vrai, nous le disions toujours, notre armée a été fortement infiltrée et son organisation a posé problème. J'ai commencé à avoir l'impression que le temps que Jean-Pierre Bemba est passé là, il a fait ce travail, on a pu identifier et finalement chercher à réorganiser. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit notre armée est à l'offensive. Aussi, je constate que Jean-Pierre Bemba les connaît leur mode d'opération. Et eux aussi les connaissent. Et c'est dans ces conditions que, finalement, nos militaires, beaucoup se sont armés mentalement pour s'en découdre définitivement avec ces agresseurs. Mais curieusement, il y a changement. Ça, c'est l'appréciation du chef. On n'a pas de choix que de constater, mais nous voulons que cela soit maintenu. Et donc, comme pour dire, nos FARDC sont plus que déterminés. À Saké, depuis hier, il y a des bombardements, des affrontements, même au moment où nous parlons, les envahisseurs ont fait le recul. Ils sont allés se cacher dans les montagnes. Et de ces montagnes, ils bombardent sans contrôle. Et pourtant, stratégiquement, de notre côté, les militaires sont aux alentours, dans quelques jours, dans quelques heures ou jours, ils vont prendre Saké. Et la population n'attend que l'arrivée maintenant de nos militaires pour que on chante, on fête, on danse, comme nous avions vu sur Chacha. Et donc, dans quelques jours, nous aurons récupéré Saké, le cap, comme je continue à vous le dire, c'est Bunagana, ainsi la détermination pour buter dehors ces envahisseurs qui ne sont venus que nous déstabiliser. L'autre élément, c'est toujours dans le cadre de l'organisation de notre armée, notre engagement, notre détermination. Il y a une structure au sein du ministère de la Défense appelée Afridex. Mais au sein du ministère de l'Intérieur, il y a CECELAM. Mais Afridex a comme mission, en tout cas, de fabriquer les engins explosifs. Nous pouvons appeler ici des bombes, des obus, ainsi de suite. C'est sa mission. Et donc, c'est extraordinaire. Je m'en souviens à l'époque, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il a mis l'accent là. Et ça n'a pas chanté beaucoup de gens. Et il était déterminé. Si au moins on avait... Je me posais la question pourquoi on avait coupé ça. Si on avait gardé le cap, aujourd'hui, la République démocratique du Congo posséderait beaucoup d'armes. Mais curieusement, quand Joseph Kabila est venu, mais Afridex n'a plus fonctionné normalement. Et je veux dire, on n'a plus été à mesure de penser à la fabrication finalement des engins explosifs. Et voilà aujourd'hui, l'Afridex renaît. Vous avez suivi dernièrement, Jean-Pierre Bemba était à Likasi pour inaugurer la construction d'un bâtiment que va abriter Afridex. Et donc, maintenant, la République démocratique du Congo se prépare ses armes déjà pour la fabrication de ces matériels qui nous permettra d'être un peu autonomes parce que nous ne pouvons pas toujours, sur tout point de vue, tendre la main à l'extérieur. Alors que nous avons la capacité de fabriquer des engins ici, les armes ici, nous avons tous les minéraux possibles. Je me pose même la question, le centre nucléaire qui est ici à Kinshasa fait quel travail? Nous pensions que les étudiants de Polytechnique et d'autres, n'est-ce pas, à travers leurs travaux, nous aideraient à l'imaginaire de la fabrication, par exemple, des engins explosifs très facilement. Mais constatons que ça ne fait pas un grand travail. C'est devenu un centre touristique pratiquement. Et donc, avec Afridex, espérons que nous aurons des bonnes armes qui vont nous permettre
en tout cas de faire face à toute agression possible. Et donc, du côté du ministère de l'Intérieur, comme je vous ai dit, il y a aussi CCLAM. Peut-être que les gens ne savent pas. CCLAM, Centre congolais de lutte anti-mine. Lui aussi, CCLAM, a la mission, toujours en rapport avec les engins explosifs, cette fois-là de les déminer, de les encadrer, de les protéger contre la population. Les anti-mines personnelles, bien entendu. Contre les différentes populations. Et la mission qu'il a, c'est celle-là aussi. Et donc, d'un côté, il y a Afridex qui fabrique les engins. De l'autre côté, vous avez CCLAM qui encadre, qui fait le déménage et qui protège la population. Cette structure du ministère de l'Intérieur n'était pas connue dans le passé parce qu'il y avait quelqu'un qui le gérait dans sa poche. Donc, il a fallu que Emmanuel Lukinou vienne à ce jour pour que on sente le changement, qu'on observe cet appui et l'installation de ce centre à travers les points chauds, les points dangereux à travers le pays. Voilà, on est à ce stade. Je crois qu'à chaque jour qui passe, il y a des efforts qui sont fournis par le pays pour que nous soyons à mesure de faire face à toute attaque possible par nos ennemis, par les adversaires, les agresseurs de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y aura un jour où nous allons, en tout cas, redevenir inattaquables par quiconque, et surtout par le Rwanda. En tout cas, merci. C'est ici qu'on réfléchit, pas ailleurs, d'abord ici. Et voilà, nous vous disons merci. Partageons le lien, comme nous avons l'habitude de le faire. Hier, je veux vous témoigner, j'ai reçu trop d'appels des États-Unis, franchement. Il y a beaucoup qui nous appellent à partir des États-Unis. Je n'entends pas trop la Belgique. Pas trop la France. France, c'est parfois. Mais sinon, l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse, l'Afrique du Sud nous appellent beaucoup. Kinshasa, le Congo, n'en parlons pas parce que c'est chez nous. Et c'est comme ça que, en tout cas, on partage les idées. De ces idées, nous avons quand même des arguments pour venir, en tout cas, échanger avec vous à travers notre communauté qui est Pro-Info. En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine.